Au Québec, en 1950, il y a 5125 écoles de rang, dont celle-ci, où nous sommes aujourd'hui. En 1960, il n'en reste plus que 500 et en 1965, elles ont à peu près toutes disparu. Celle-ci a été sauvée in extremis en 1980 à peu près. Elle avait été expropriée par le ministère des Transports parce qu'on élargissait la route devant l'école et elle se retrouvait dans le fossé. Donc, l'Association des amateurs d'antiquités de l'époque l'a achetée pour 500 $ à la condition de la déplacer. Alors, elle a été reculée d'à peu près 10 mètres, placée sur un solage. Et là, ça a pris jusqu'en 1988 avant de la réparer, de trouver le matériel, son histoire. Quand elle ouvre ses portes en 88, la nouveauté, c'est l'école. La classe, la chambre de la maîtresse, les manuels scolaires, etc. Mais les gens de l'association se sont dit, si on veut que les gens de Victo reviennent à l'école, il faut leur proposer du nouveau. Donc, à partir de 89 jusqu'à aujourd'hui, à chaque été, il y a une exposition nouvelle qui est présentée au sous-sol de l'école. On a abordé beaucoup de thèmes. On a passé la basse-cour au complet, là, les cochons, les poules, les canards. On a fait une exposition sur la guerre, les bois-francs et la guerre, sur la musique, sur la radio, sur la littérature jeunesse, sur les femmes. On avait comme présidente d'honneur Lise Bissonnette pour cette exposition-là. Alors, cette année, c'était autour de Expo 67. Bon, c'est sûr que c'est surtout les gens de mon âge qui l'ont visité. Les plus jeunes en ont probablement entendu parler. On l'a épluché pour voir qu'est-ce qui se passait à Victoriaville en 1967. Et on a trouvé qu'il y avait des liens à faire entre Expo 67 et les Bois-Francs. On a à Victoriaville un parc qui s'appelle Parc Terre des Jeunes. Mais à Montréal, c'était Terre des Hommes. Et lors de l'inauguration du parc en 67, il y a une dizaine d'hôtesses de pavillons d'Expo 67 qui sont venues à Victoriaville pour les cérémonies d'ouverture. Il y a une compagnie à Princeville qui s'appelait Aluminum Boats and Canoes, qui est devenue Prince Craft, qui a eu un contrat pour construire des bateaux-autobus, on appelait ça des vaporetti, pour transporter les visiteurs d'Expo 67 depuis la Rive-Sud jusqu'au site d'Expo 67. Expo 67, c'est 50 millions de visiteurs. Le Canada, à cette époque-là, fait 20,5 millions de population. Certains disent 54 millions, 50 millions payants, entrée payante, 4 millions de gratuité aux dignitaires et à leur suite. Le cégep n'existait pas. On faisait des pressions pour que Victoriaville ait un cégep. La loi des cégeps s'est passée en 1967. On construit un petit pont sur la rivière, sur la rue Giroir pour enjamber la rivière Gosselin. Il n'y en avait pas encore. Les autorités municipales de la région font des pressions pour que on asphalte la route entre Saint-Valère et l'autoroute 20. C'est pas fait encore. 67, c'est la construction et l'ouverture du pont La Violette à Trois-Rivières. C'est le tunnel La Fontaine à Montréal. C'est la ligne jaune du métro. Alors, ça bouge au Québec comme c'est pas possible. Alors, Paul nous a prêté sa collection. On a essayé de retrouver ce qui se passait au Québec, dans les Bois-Francs, au Québec, dans le monde, pour situer, placer les choses un peu dans leur contexte, parce que l'Expo 67, ça a été une révélation pour le Québec de voir tous ces pavillons-là sur le même site. Il y a même des petits pays qu'on dit pauvres aujourd'hui, tels Haïti et l'Éthiopie, qui avaient un pavillon à Expo 67. Le Vermont avait un pavillon, le Maine avait un pavillon, les provinces de l'Ouest avaient un pavillon, le Canada, bien sûr. Et c'était achalandé là, 300 000 personnes par jour, là, ça causait des problèmes de déplacement dans le métro. Il y avait un mini-rail, un train qui circulait, qui faisait le tour du site. Et un des problèmes qu'on a eu à solutionner, c'est que les gens faisaient le tour, mais ils débarquaient pas. Ils restaient pour un deuxième puis un troisième tour, parce que c'était une vision exceptionnelle sur le site. En 1960, le Canada
pour souligner la Confédération. Le centenaire de la Confédération, en 1967, avait posé sa candidature pour obtenir les droits de l'Expo en 67. Le Canada avait perdu par un vote. C'est Moscou qui avait eu l'autorisation. Mais en 62, Moscou se retire pour probablement des problèmes de politique intérieure. Et on demande à Montréal s'il veut prendre la relève. Bon, il reste 5 ans pour trouver un site, faire les invitations, construire les pavillons, faire de la publicité pour que les gens viennent. Et Montréal a relevé le défi en 67, au mois d'avril, tout était prêt. On dit dans un documentaire que les gens, on plantait des arbres à moins 20 degrés pour être prêts pour l'ouverture officielle. On parle d'à peu près 70 pavillons différents, certains gigantesques. La plupart ont disparu, sauf quelques-uns. Le pavillon de la France est devenu le Casino de Montréal. Et quelques autres comme ça, mais la plupart ont disparu. Mais ça a été une découverte pour les Québécois et les Montréalais. Plusieurs chefs d'État sont venus. Monsieur Hugh Tant, qui était alors secrétaire général des Nations Unies, est venu. Il y a eu aussi la visite de Charles de Gaulle, qui a créé un incident diplomatique, parce qu'en principe, les chefs d'État doivent se rendre dans la capitale du pays qu'ils visitent. Alors, il a écourté sa visite et retourné en France. 67, c'est aussi l'année de la création du mouvement Souveraineté Association avec René Lévesque. Ça bougeait beaucoup au Québec. Il y avait eu des troubles avec le FLQ. Ça préludait ce qui allait se produire en 70, les fameux troubles d'octobre 70. Évidemment, la reine Élisabeth et le prince Philippe sont venus à Montréal pour l'occasion. Robert Kennedy également, avec ses 7 enfants. Et la plupart des chefs d'État qui étaient disponibles venaient faire une visite protocolaire. Probablement c'était une occasion pour des relations commerciales aussi. J'ai lu dans un document que même Cuba avait un pavillon, mais que les citoyens américains étaient interdits d'aller dans le pavillon de Cuba parce qu'il y avait un conflit commercial et politique entre les États-Unis et Cuba. Mais il semble que les gens y allaient quand même parce que c'était une belle occasion de se procurer des cigares cubains et du rhum. Voilà. Quand on fouille sur Google, on trouve toutes sortes d'anecdotes sur ce qui s'est passé à Expo 67. Expo 67, ça a mis le Québec sur la carte du monde et ça a mis les Montréalais sur la carte du monde aussi. Notre exposition sur Expo 67, c'est basé sur la collection de M. Yargeau qui a quitté le Québec et qui nous a prêté sa collection. C'est presque entièrement tout à lui. Presque. Il y a quelques autres pièces qui se sont rajoutées. C'est sûr qu'il y a des documents qui semblent un peu cocasses aujourd'hui. Quand on voit la page couverture du Bulletin des agriculteurs qui fait de la place à Expo 67, ça surprend un peu. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir qu'est-ce qui se passait dans le monde en 67, qu'est-ce qui se passait au Québec, qu'est-ce qui se passait à Montréal et qu'est-ce qui se passait dans les Bois-Francs. Et on a trouvé toutes sortes de choses spéciales. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de la chanson thème d'Expo 67, qui est un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Ça a été chanté par tout le monde à cette époque-là, par Donald Lautrec, une chanson composée par Stéphane Venn. Moi, ce qui m'étonne le plus dans la collection de Paul, c'est sa collection de bouchons, de bouteilles de bière. Alors, il y en a une 60aine, et ce sont des illustrations des différents pavillons qu'il y avait à l'expo. C'était sur la bière d'or, les bouteilles de bière d'or qui n'existent plus aujourd'hui. Il y a eu des problèmes de santé associés à la bière d'or, alors les gens l'ont délaissé. Mais d'or, avait embarqué dans la charrette qui s'en allait vers Expo 67. Tout le monde en faisait partie. Les banques vendaient des passeports pour aller à Expo 67.
On a même trouvé une marque de cigarettes qui s'appelait Expo 67, dont le slogan était « Expo 67 est sur toutes les lèvres ». C'est sûr que c'est des sacs de voyage, c'est des souvenirs, des cendriers. Il y en a une quantité incroyable de cendriers. Un peu de vaisselle aussi avec le logo d'Expo 67. Des cartes. Les compagnies s'associaient à Expo 67, les compagnies qui faisaient du pain. Une compagnie de taxi de Victo aussi. On mettait le logo d'Expo 67 à côté de son nom parce qu'on voulait que ça vende. Dans l'Union des cantons de l'Est, au mois de janvier, l'éditorialiste avait dit « Expo 67, ça va être l'événement le plus important au Canada de l'année ». Sur le devant de l'école, on a écrit un panneau sur lequel on peut lire « Monter la garde contre l'oubli ». C'est ce que font toutes les sociétés d'histoire au Québec. C'est ce qu'on fait nous aussi. Et on ne veut pas oublier Expo 67 parce que ça a été très important dans notre histoire. Ça nous a mis au monde, si on veut. Alors, montons la garde contre l'oubli. Je m'appelle Kéliane. J'aime beaucoup nager. Moi, je suis capable de nager toute seule avec mes prothèses. J'aime faire des chandelles dans la piscine. C'est comme si tu marchais sur les mains. Les amputés de guerre m'ont donné ma jambe et mon bras de natation.